Le nouveau Premier ministre a dit qu'il voulait libérer le potentiel des Français. Mais nous, on pense qu'il a bien oublié c'était quoi le potentiel des Français. Alors on pourrait peut-être lui rappeler, vous en pensez quoi? Macron, démission, gilet jaune. Allez, on est le mercredi 10 janvier. Merci à vous d'être aussi nombreux et merci à tous ceux et toutes celles qui s'abonnent. Allez, c'est parti. Bon, dans l'actu en France, il y en a que pour bébé Macron qui est devenu Premier ministre. Alors bon, on va pas vous ennuyer encore avec ça. Il y a déjà des centaines de journaleux sur le coup dans tous les autres médias. Mais bon, il y a juste un truc qui nous a fait marrer. France Info a fait un article sur Borne en disant « Remaniement. Les syndicats rendent hommage à Elisabeth Borne avec laquelle on discute du fond des sujets. » Ils ont même mis dans l'article « Sur la forme, rarement les organisations syndicales auront été aussi élogieuses avec un locataire de Matignon. Elle maîtrisait parfaitement bien ses dossiers, échangeait volontiers par SMS, n'hésitez pas non plus à téléphoner directement aux partenaires sociaux, raconte-t-il. » C'est quand même étonnant quand on se rappelle que le mouvement retraite était plutôt celui d'un front syndical uni contre Borne. En réalité, l'article a été écrit avec un seul témoignage, celui du patron de la CFE-CGC, le syndicat des cadres français. Tiens. Évidemment, les autres syndicats la critiquent, notamment la CGT. Devant la polémique, le titre de l'article a été changé en « Remaniement ». Malgré les désaccords, certains syndicalistes ne vont pas garder un mauvais souvenir d'Elisabeth Borne. C'est magique quand le boulot des journalistes, c'est de nous faire croire que le gouvernement est aimé. Mais bon, on a dit qu'on vous embêterait pas avec l'anti-Branco Premier ministre, alors on passe à d'autres sujets. Une nouvelle étude cible les bouteilles d'eau en plastique. Une étude états-unienne publiée sur Proceedings of the National Academy of Sciences montre qu'il y a 240 000 particules de plastique par litre d'eau analysée. Une nouvelle méthode a permis de détecter une concentration de 100 à 1000 fois plus que précédemment rapportée, d'après les chercheurs. Mais les conséquences sur une telle contamination restent assez méconnues. L'année dernière, des chercheurs français avaient montré que cela avait un impact négatif sur la flore intestinale et 2 études italiennes et hollandaises ont, elles, détecté des particules de plastique dans le sang et le lait maternel. Dans le même style, le journal Le Monde raconte une histoire de pollution en Espagne. Un conteneur rempli de microbilles translucides de plastique issus d'un conteneur perdu a été déversé en mer au large de la Galice. Le gouvernement de Galice a donc déclaré hier le plan d'urgence de protection civile vu la contamination massive de ces microbilles non biodégradables. Selon Le Monde, 230 000 tonnes de ces microbilles se retrouvent chaque année dans l'environnement. Pour finir, on vous parlait hier de l'affaire Boeing avec son nouvel accident. Le groupe a aujourd'hui reconnu des erreurs et a promis qu'ils régleront les problèmes en toute transparence. De nombreux autres cas de boulons mal serrés ont été rapportés par différentes compagnies. En tout, c'est 171 avions Boeing qui sont temporairement empêchés de voler. Allez, c'est mercredi, alors c'est sortie ciné, avec la sortie aujourd'hui du film Making of. C'est un film qui parle de cinéma, en gros, ça parle de la production d'un film. Alors un film, c'est financé par des producteurs qui ont parfois des exigences vis-à-vis des scénaristes et du réalisateur. Et là, ils demandent à ce que le texte soit modifié parce qu'il porte sur des ouvriers en lutte dans leur usine. Sauf que le réal refuse, provoquant l'arrêt des financements et s'enclenche alors un conflit social sur le plateau de tournage. Les acteurs et les techniciens veulent être payés, mais bon, il en a pas les moyens. Et le seul qui ne lâche pas le réalisateur, c'est celui qui en fait le making-of, d'où le nom du film. Pour une fois, c'est un film qui est frais, drôle, qu'on vous conseille, et bien sûr, on doute pas de vos capacités à le trouver gratos sur les réseaux. Et chez nous, pour éviter ce genre de conflit, on reçoit ni subvention, ni financement de riches mécènes. Alors si vous voulez voir cette émission continuer, pensez à nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description. Allez, on passe à la chronique du jour, écrite par Déby, on va parler d'international. Le 25 février 2024 auront lieu les élections présidentielles au Sénégal. Et vraiment, elles sont le terrain d'un feuilleton politico-judiciaire qui tient en haleine non seulement tout le pays, mais aussi l'ensemble de la diaspora sénégalaise, opposant l'actuel président Macky Sall à Ousmane Sonko, le favori de l'opposition. Par exemple, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, il y a des rassemblements, des manifestations et des affichages qui sont organisés en soutien à Ousmane Sonko. Voilà, ça vous donne une idée de l'ampleur du soutien qui entoure le candidat qui se bat pour pouvoir se présenter depuis plusieurs mois. En juin dernier, le pays s'était soulevé lors d'émeutes qui s'étaient aussi traduites par des pillages de magasins face à l'inflation lorsque la candidature d'Ousmane Sonko avait été invalidée avec le motif de corruption de la jeunesse.
Alors on peut expliquer ces accusations par le fait que le candidat panafricaniste, extrêmement populaire, particulièrement apprécié par la jeunesse, dénonce la corruption, les multinationales et l'emprise économique et politique exercée par l'ancienne puissance coloniale française sur le pays. Pourquoi est-ce que vous dites que le Sénégal va mal? Quand vous avez des capacités de mobiliser des ressources souveraines par votre fiscalité, par une bonne gestion de vos ressources minières, par une bonne gestion de vos ressources halieutiques, et que vous compromettez justement ces ressources souveraines, que vous signez de mauvais contrats qui profitent beaucoup plus à des intérêts étrangers, à ces multinationales qu'au Sénégal, vous êtes obligé après de vous rabattre sur la dette et vous êtes dans un cycle vicieux. Après les émeutes, il a été accusé d'appel à insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État et d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et aussi de complot contre l'autorité de l'État. Il a été défendu par Juan Branco lors de ces accusations. Et l'avocat a dû lui-même faire face à un mandat d'arrêt pour avoir pris ce dossier et a même été expulsé du Sénégal. Et pourtant, alors que Sonko se trouvait lui-même en prison, la mobilisation en faveur du futur peut-être candidat, elle n'a pas faibli, au point où la population a continué tout le mois de décembre à faire la course au parrainage. Bon, malgré ça, jeudi 4 janvier, la Cour suprême elle a confirmé la condamnation de l'opposant à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. Un jugement qui le prive en théorie de ses droits électoraux pour 5 ans. On suivra pour vous les développements de la situation au Sénégal, à savoir que le 20 janvier, il y a le Conseil constitutionnel sénégalais qui rendra publique la liste officielle des candidats. Et il s'agira alors d'observer la réaction populaire. Mais en attendant, rendons-nous en Ukraine. Alors que les bombardements russes continuent de pleuvoir sur l'Ukraine et que la population vit les privations, les bombardements et la mort depuis 670 jours, le pays durcit sa législation à l'égard des déserteurs et élargit le spectre de la population mobilisable. Désormais, les comptes bancaires des déserteurs seront suspendus, ainsi que leur droit à utiliser les moyens de transport publics ou privés. Ouais. Les Ukrainiens vivant à l'étranger, qu'ils soient binationaux ou non, enfin à moins de renoncer à la nationalité ukrainienne, seront contraints de revenir pour servir leur pays. L'âge minimum d'engagement il sera rabaissé à 18 ans et non pas à 25. Et la mobilisation sera étendue aux handicapés mentaux et physiques. Les militants appelant à ne pas combattre sont arrêtés et mobilisés par la contrainte, à l'image de Yernakov. Bon alors évidemment, ces lois sont votées par des personnes qui seront au pouvoir toute la durée du conflit, et qui, elles, ne risquent pas de servir de chair à canon. Aujourd'hui, le chiffre des pertes militaires ukrainiennes, ou russes d'ailleurs, a toujours pas été révélé. C'est secret militaire oblige, pour ne pas démoraliser la population. Mais bon, les analystes estiment que les chiffres des pertes sont au moins équivalents à ceux de la Première Guerre mondiale. Kiev et Moscou ont beau dissimuler leurs pertes, les populations, elles voient bien les cimetières s'agrandir de jour en jour, et le régime répressif de leur pays en guerre être quand même de plus en plus invivable. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis une journée de plus. On se revoit dès demain vers 18 h ici même. Et en attendant, on vous conseille d'aller voir la deuxième vidéo de notre série sur le capitalisme qui est sortie hier sur notre chaîne Canard Réfractaire. Et puis n'hésitez pas à nous partager sur tous les réseaux sociaux et sur vos conversations de groupe, sur WhatsApp, Telegram et compagnie. Et si vous avez envie, vous pouvez nous faire un don ponctuel ou mensuel sur Tipeee ou directement sur notre compte en banque. Toutes les infos sont en description. Vous êtes les seuls actionnaires. Allez, à demain. Ciao!